quand on est dans le système d'information de l'entreprise, on fait ce qu'on veut. Le logement dans lequel vous habitez, une fois que j'ai franchi votre porte d'entrée, en général, on fait un peu ce qu'on veut chez nous, puisqu'il n'y a pas des portes blindées ou avec des codes à toutes les portes de la maison, parce qu'a priori, on se dit c'est sécurisé. Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer cette matinée du Jobstick, donc ce forum qui est dédié à l'emploi et à la formation dans les métiers du numérique. On va faire une petite parenthèse cybersécurité ce matin. On va vous présenter les rendez-vous de la sécurité numérique. Donc les rendez-vous de la sécurité numérique, c'est des formats qu'on a lancés il y a un peu plus d'1 an maintenant pour sensibiliser à la cybersécurité et aux enjeux surtout de la cybersécurité. Je suis avec mes 2 intervenants, Vincent Ramos et Christophe Vendran, qui vont vous en dire un petit peu plus sur des thématiques qui sont le BIOD, le phishing et les mots de passe. Si je ne me trompe pas, Christophe. C'est ça. Voilà, et donc ça va durer à peu près 45 minutes, et puis après vous pourrez parler avec nos intervenants pour échanger sur ces problématiques de cybersécurité. Donc comme je disais, les rendez-vous de la sécurité numérique, ça fait un peu plus d'1 an que ça existe. On va sur tous les territoires d'Occitanie, donc dans tous les départements. Là, on est à la Belge aujourd'hui, on ira également à Castres, Carcassonne. Voilà, je vous invite à regarder le programme sur l'agenda de la mêlée, donc lamêlée.com, pour voir un petit peu. Et puis on aborde plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui, le BIOD, le phishing et les mots de passe. Et on peut aborder d'autres thématiques qui peuvent être les réseaux sociaux, les attaques sur site web. Voilà, il y en a plein. Et c'est nos experts à chaque fois qui animent ces présentations qui ont été co-construites avec Oxymore, Cyberrock et la commission sécurité de la mêlée. Pour commencer, peut-être une définition de qu'est-ce que la sécurité des systèmes d'information, parce qu'on peut entendre ou interpréter ça de différentes façons. Une des définitions qui est assez générique mais qui permet de bien toucher du doigt ce que c'est celle qui est affichée, donc je vais la lire pour ne pas oublier de mots parce que chaque mot est important. C'est l'ensemble des moyens techniques et non techniques permettant à un système numérique de résister à des événements intentionnels ou non susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, qu'elles soient traitées, stockées, transmises, et les services qui sont connexes à ces systèmes qui offrent et qui les rendent accessibles. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez principalement, c'est qu'on parle à la fois d'aspect technique et d'aspect non technique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a plutôt l'habitude de dire ou d'entendre, pour les non-sachants, que l'aspect sécurité des systèmes d'information, ça passe uniquement par un antivirus, un pare-feu, à partir de là, je suis protégé. Eh bien non. Je prends toujours l'exemple, c'est comme si vous mettez une porte blindée chez vous, qui va coûter cher. Donc ça, c'est l'aspect technique. Si vous n'expliquez pas aux personnes qui vont utiliser cette super porte qu'il ne faut pas laisser la clé dessus ou qu'il faut fermer la porte à clé, votre porte n'aura aucune valeur. Dans la cybersécurité, c'est la même chose. Certes, il y a les moyens techniques, mais il y a les moyens non techniques. Donc, on va parler aujourd'hui de 3 sujets. Dont on vous a parlé, le BIOD, donc le Bring Your Own Device, les aspects phishing et le mot de passe. Alors c'est 3 sujets, là on avait que 3 quarts d'heure pour en parler, donc c'est quelques sujets parmi la multitude des choses qu'il faudrait qu'on puisse aborder pour être vraiment sécurisé, que ce soit à titre personnel ou professionnel. La sécurité des systèmes d'information va toucher l'ensemble des populations professionnelles et personnelles. Donc tout ce que va vous dire, ça peut vous servir dans votre cadre chez vous, pour votre famille, ou derrière dans votre cadre professionnel. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, c'est aujourd'hui quelque chose qui touche tout le monde. Qu'on le voit ou pas, c'est latent, c'est un business qui est très lucratif pour les personnes qui sont malveillantes et qui ont ces intentions, même plus des intentions, qui font ces actions et qui touchent tout le monde, quelles que soient les tailles d'entreprise. Là, on a ciblé sur les TPE, PME, mais ça touche aussi les grosses entreprises. Et il faut savoir que les attaquants ne vont pas cibler telle et telle personne ou telle société de façon générale, puisqu'ils peuvent scanner de façon automatique l'ensemble des vulnérabilités informatiques qui leur sont accessibles depuis l'extérieur. Donc, que ce soit sur les outils que vous pouvez utiliser dans une entreprise ou les logiciels que vous utilisez à titre perso chez vous. Encore plus s'ils sont piratés ou téléchargés de façon illégale. Donc, c'est un sujet qui est primordial puisque ça touche tout le monde, d'une part.
quel que soit donc, personnel, professionnel, quelle que soit la taille des sociétés. Et les conséquences peuvent être graves, puisque ça va jusqu'à la fermeture des sociétés qui peuvent être attaquées. Donc un dépôt de bilan, c'est-à-dire des fournisseurs qui ne sont pas payés, des salariés qui risquent de ne pas être payés et qui se retrouvent aussi sans travail. Pardon. Donc, voilà pourquoi le sujet est primordial et qu'il faut qu'à tout moment de votre vie, quelles que soient vos actions, vous puissiez être conscient que l'aspect sécurité informatique est primordial, quoi que vous fassiez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites marchands sur lesquels vous achetez des choses ou quand vous êtes dans vos entreprises. Et là, du coup, je vais passer la main à Florent qui va nous parler d'un des sujets qui est le BIOD. Alors, juste pour le... Est-ce que vous savez ce que c'est que le BIOD ? Levez la main, il n'y aura pas de... Ah, il y en a quand même, plus que ce que je croyais. Merci. Je te laisse la main. Bonjour à tous. Alors, du coup, merci Christophe. Donc, pour la partie BIOD, je vois qu'il y en a pas mal qui ont levé la main. Qui l'utilise à titre professionnel, qui a mis en place cette pratique dans son entreprise? Non? Bon, très bien. Alors du coup, on va faire un petit rappel rapide de ce qu'est le BIOD. Donc le BIOD, Bring Your Own Device, c'est une pratique qui consiste à permettre aux collaborateurs d'amener leur équipement informatique personnel, donc que ce soit PC, tablette ou smartphone, au sein de leur entreprise pour travailler dessus. Donc c'est vraiment une confrontation entre ce qu'on appelle la sphère privée et la sphère professionnelle. Ça a énormément d'avantages. Ça a aussi beaucoup d'inconvénients, mais c'est surtout ces avantages et ces inconvénients sont à mettre un peu en lumière par rapport au secteur d'activité dans lequel vous évoluez. C'est une pratique qui est très prisée pour les startups, les PME, mais qui est fuie par des entreprises telles que les entreprises du milieu bancaire, notamment les assurances, toutes celles qui ont attrait à des données personnelles. Donc les avantages et les inconvénients du BIOD, les avantages sont très, très facile, hein, c'est la flexibilité. Quoi de mieux qu'un collaborateur qui a tout le temps son téléphone sur lui, son téléphone et son matériel informatique. Aujourd'hui, si je fais un petit sondage dans la salle, combien d'entre vous oublient le matin leur téléphone perso chez eux? En arrivant au boulot, ils s'en rendent compte. Il y en a combien? Pas beaucoup. Le téléphone pro maintenant, je pense qu'il y en a un petit peu plus qui vont se dire « Ah mince, où est-ce qu'il est? Je ne l'utilise pas souvent. » Et pourtant, si on avait pris le pari, ça aurait dû être l'inverse. Donc l'idée de cette flexibilité, cet avantage, c'est que vous avez constamment vos téléphones perso sur vous, et en plus on vous permet d'amener et de travailler depuis votre matériel personnel. Donc par conséquent, un risque d'oubli qui est vraiment diminué et une utilisation beaucoup plus simplifiée. L'utilisation plus simplifiée, elle s'illustre facilement avec les OS de vos téléphones. Qui a un iPhone dans la salle? Qui a un Android? Voilà. Donc aujourd'hui, les iPhones, je vais vous donner un téléphone pro sous Android, et les Android, je vais vous donner un téléphone pro sous iPhone. Donc forcément, ça va créer des petites crispations, notamment lors de la prise en main, tout ça, et beaucoup vont vite abandonner, surtout s'ils n'en ont pas une utilité quotidienne et régulière. Voilà, donc on voit là encore l'avantage du BIOD, flexibilité, utilisation simplifiée. Et on fait maintenant du côté de l'employeur, forcément, il ne peut pas y avoir que des avantages côté collaborateur, il y a aussi des avantages côté employeur, c'est les diminutions des coûts. Un parc informatique coûte très cher déjà à l'achat, mais surtout à l'entretien et à la maintenance. Donc le fait de permettre aux collaborateurs de travailler avec leur équipement personnel fait forcément diminuer ces coûts-là pour l'entrepreneur. Maintenant, les inconvénients. Alors, les inconvénients, ils sont pareils à mettre en parallèle avec le secteur d'activité dans lequel on évolue. Donc, au niveau, l'inconvénient le plus général, c'est les performances. Aujourd'hui, tout le monde dans la sphère perso n'a pas la nécessité d'avoir le dernier MacBook Pro ou le dernier Asus avec tout le package, le pack Office et compagnie dessus. Donc, forcément, si vous demandez aux collaborateurs de venir travailler avec son équipement personnel, vous vous exposez à avoir du matériel obsolète qui peut s'avérer être risqué pour votre entreprise. Windows XP par exemple, beaucoup d'ordinateurs pro aujourd'hui sous Windows tournent encore sous Windows XP ou Windows Vista. C'est un des OS de Windows les plus répandus aujourd'hui sur le marché existant.
Donc voilà, vous exposez votre entreprise forcément à une obsolescence du matériel utilisé. Et enfin, donc, ça rejoint aussi la partie sécurité, donc les antivirus, les firewalls, qui aujourd'hui a un antivirus à jour sur son ordinateur perso. Est-ce que vous savez, vous connaissez, vous êtes sûr de vous? Voilà. Pas tous. Donc voilà, par ici, vous venez travailler avec ce type de matériel dans une entreprise, vous vous connectez à votre réseau, forcément au réseau de l'entreprise, donc vous ouvrez une porte. Premier inconvénient. Enfin, deuxième inconvénient qui concerne surtout et qui va être le facteur le plus rebutant pour les entreprises type bancaire et assurance notamment, c'est la protection de la donnée. Vous avez dû tous entendre déjà parler de RGPD, de protection de la donnée et des garanties que sont obligées de fournir les entreprises qui en utilisent et en traitent auprès des autorités. Donc la protection de la donnée, si cette donnée-là est stockée sur un ordinateur professionnel, elle est gérée par un SI, les administrateurs peuvent prendre la main sur vos machines, supprimer la donnée, la maîtriser, on la maîtrise de A à Z. Maintenant, si vous venez travailler dans l'entreprise avec votre ordinateur personnel, la donnée qui est stockée dessus, malheureusement, les administrateurs système n'y ont pas la main. Donc ça veut dire une confiance totale sur le collaborateur. Dans une PME qui a une activité qui ne traite pas de données personnelles, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous venez travailler dans le domaine bancaire, imaginez que tous vos relevés de compte, toutes vos pièces d'identité soient stockées sur l'ordinateur personnel d'un collaborateur. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Je ne pense pas. Vous auriez vraiment une perte de confiance dans l'établissement bancaire auquel vous êtes affilié. Voilà donc pour les avantages et les inconvénients. Les bonnes pratiques dans tout ça, parce qu'évidemment, vous pouvez avoir ce besoin de mettre en place le BIOD. C'est une pratique qu'on a vu qui est très prisée par les startups. Donc il faut, face au risque, il faut se prémunir. Donc limiter l'impact et prévenir le risque au maximum. Et enfin, pour faire cela, il faut pouvoir l'analyser. Donc l'analyser, c'est quelle est la probabilité que le collaborateur détienne sur son PC perso des données. Si je travaille dans le domaine, on va dire, agricole, je n'ai que des statistiques à faire sur mon ordinateur, est-ce que je vais avoir de la donnée personnelle? Très certainement non. Si ce PC est en liberté dans la nature, est-ce que ça va créer un risque majeur pour l'activité de mon entreprise? Est-ce que ça va mettre mon entreprise en péril? Je ne pense pas. Dans le domaine bancaire maintenant, ou même le domaine médical, imaginez le dossier, enfin le PC du collaborateur qui se perd dans le métro. Et vous avez dessus toutes les liasses fiscales, tous les dossiers médicaux de tous vos clients, tous vos patients. Voilà, donc c'est une fois que vous avez fait cette analyse de risque, vous dites, OK, oui ou non, je peux passer sur cette pratique du BIOD, je peux mettre en place le BIOD dans mon entreprise. Pour le faire quand même, si vous décidez de mettre en place le BIOD dans votre entreprise, il faut évidemment vous prémunir des risques et limiter les impacts de ceux-ci. Et surtout répondre à une grande autorité qu'est la CNIL, le cloisonnement entre vie privée et vie personnelle. Ce n'est pas parce que le collaborateur vient travailler avec son ordinateur personnel à des fins professionnelles que vous pouvez avoir accès à tous ces fichiers. Il faut vraiment bien cloisonner les deux environnements. Et c'est là la partie technique la plus compliquée pour nos administrateurs. Ça peut passer, alors on va vous donner deux, trois choses, ça peut passer par l'installation de certificats sur les machines pour se connecter au réseau, passer par des VPN, pour tout ce qui est mobile, des applications de type MDM, je ne sais pas s'il y en a, si ça vous parle à tout le monde, MDM. Voilà, donc la gestion pro-perso d'un même smartphone, d'une même ligne téléphonique. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut garder en tête si on veut déployer le BIOD dans son entreprise. Et évidemment, et je passerai la main à Christophe là-dessus, le plus important, c'est la sensibilisation des collaborateurs à l'utilisation du matériel informatique et aux risques qu'ils encourent à l'utiliser. Le phishing, c'est une technique qui est, je pense, la plus répandue, qui est vraiment un peu le point d'entrée pour une personne malveillante, pour essayer de corrompre un système d'information. Ce qui le principe de base de la cybersécurité, c'est que ce qui a le plus de valeur, c'est la donnée, c'est vos données. Que ce soit vos données personnelles, un numéro de téléphone, un mail, forcément un mot de passe, forcément un code de carte bleue, mais aussi vos données de sécurité, votre numéro de sécurité sociale,
Bref, toute information personnelle, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais ça a de la valeur pour une personne malveillante. Et encore plus, mais ça c'est plus facile à comprendre, les données qui peuvent être stockées, comme disait Florent, sur un ordinateur ou sur un système d'information, qui sont relatifs à l'entreprise. Un brevet, on peut comprendre que ça a de la valeur. Un processus de fabrication qui est plus ou moins lié à un brevet, peu importe, ça a de la valeur. Des données fiscales d'un concurrent, ça a de la valeur. Des projets sur lesquels travaille ou une réponse à appel d'offres importante sur lequel il y a un concurrent qui va avoir de l'information, ça a de la valeur. Donc toutes les données, quel que soit le niveau, personnel ou professionnel, elles ont de la valeur. Donc c'est ça qu'une personne malveillante va essayer de voler pour derrière créer une malversation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme, ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail, qui va lui permettre de récupérer de l'argent d'une façon ou d'une autre, soit en bloquant un système d'information et en demandant une rançon, soit en exfiltrant des données et en allant les revendre. Voilà. Donc, la finalité, au bout du bout, pour faire très schématique et pour parler de 80% des problèmes, c'est celle-là. Mais pour ce faire, on a besoin de vos données ou d'avoir des informations qui permettent d'accéder au système d'information. Donc, on le fait via le phishing. Phishing, déjà, est-ce que ça vous parle? Qui sait ce que c'est que le phishing? C'est quand même pas mal, c'est bien. Donc, c'est une technique qui permet de récupérer des données, peu importe lesquelles. Alors, de quelle façon? On va créer un faux mail, donc c'est un peu le phishing, après il y a le smishing, il y a tous les dérivés, mais on va rester sur le phishing de façon très large. Donc c'est un mail frauduleux, un SMS frauduleux, on peut voir même des courriers papier, ça existe encore, qui peuvent être frauduleux, dans lequel on vous demande, soit pour la partie informatique, SMS, mail, de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que vous cliquez sur ce mail ou sur cette pièce jointe, que vous donnez accès à la personne malveillante à des données qu'il ne devrait pas connaître. C'est-à-dire qu'on va usurper l'identité d'un organisme bancaire, puisqu'on parlait dans la banque. On va parler de, qu'est-ce qu'on entend en ce moment, de vos... alors vous n'êtes pas forcément tous... très très âgé, vous n'avez pas un compte formation très très élevé, mais voilà, il y a des SMS qui arrivent sur il faut utiliser vos points de formation, etc. Donc voilà, on veut usurper une identité d'une société tierce ou d'une organisation officielle pour que vous puissiez rentrer des identifiants, des mots de passe. On va usurper l'identité de Microsoft en disant bah, tiens, il faut vous remettre votre identifiant et mot de passe, et comme ça, on va pouvoir récupérer vos identifiants et mots de passe. Et à partir de là, on peut rentrer dans le système d'information de l'entreprise et à partir de là, c'est très facile, une fois qu'on est dans le système d'information de l'entreprise, on fait ce qu'on veut. À partir de la même logique que le logement dans lequel vous habitez, une fois que j'ai franchi votre porte d'entrée ou que je suis rentré dans votre logement par la porte ou par la fenêtre, en général, on fait un peu ce qu'on veut chez nous puisque on n'a pas forcément très bien cloisonné toutes les pièces de la maison. Il n'y a pas des portes blindées ou avec des codes à toutes les portes de la maison, parce qu'a priori, on se dit c'est sécurisé. Dans le système d'information d'une entreprise, pour ceux qui n'ont rien mis en place en termes de sécurité, c'est la même chose. À partir du moment où vous donnez accès à quelqu'un via vos identifiants et mots de passe, il peut rentrer dans le système d'information de l'entreprise et il peut voler tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut bloquer le système d'information de l'entreprise ou exfiltrer des données. C'est la même chose si vous donnez vos identifiants, vos mots de passe de votre compte mail. On va usurper l'identité de votre opérateur de mail. Vous allez rentrer votre identifiant et mot de passe. Et à partir de là, voilà, moi, personne malveillante, j'ai accès à tous vos mails. En général, on n'a qu'un compte mail dans lequel on va renseigner, qui est notre identifiant pour tous les sites internet, sites marchands ou autres sur lesquels vous avez un compte. Et à ce moment-là, je peux facilement demander à changer, avoir un renouvellement de mot de passe qui va tomber dans ma boîte mail. Et une fois que moi, en tant que personne malveillante, j'ai accès à votre boîte mail, je peux facilement vous voler votre identifiant, mot de passe d'Amazon et commander sur votre compte des choses sur Amazon. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses, mais tout ça passe par le phishing, donc par l'usurpation d'identité. Donc là, on revient sur, on parlait de banque. Voilà, donc sur quoi il faut que vous fassiez attention, c'est
on revient sur les détails. Ce sur quoi il faut que vous fassiez attention, c'est quelques principes de base. C'est déjà bien. Vous ne devez pas, à aucun moment, à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, venant de l'extérieur, rentrer un identifiant, un mot de passe. Voilà, ça c'est de base. Si c'est l'administration fiscale qui vous dit de cliquer sur un lien et d'aller sur votre pour déclarer vos impôts, puisque c'est d'actualité, ne cliquez pas sur ce lien, allez directement sur le site officiel des impôts et rentrez votre identifiant et mot de passe. Là, vous verrez que des fois, les informations elles sont différentes. Pareil sur un SMS, c'est très facile, surtout que voilà, on commande beaucoup de choses en ligne. Vous pouvez recevoir un SMS qui vous dit tiens, il faut que vous cliquiez parce que vous avez commandé un colis, il y a une erreur, ou vous n'étiez pas présent, on voudrait fixer un rendez-vous, cliquez sur le lien. Bon, déjà si vous n'avez rien commandé, cliquez pas sur le lien. Bon, usuellement, de plus en plus, on commande en ligne, donc on se dit statistiquement, ça peut peut-être être pour moi. Néanmoins, c'est la même chose. Retournez sur le site marchand de la personne ou contactez-les par téléphone pour voir si c'est vraiment eux qui ont un problème de livraison chez vous, mais ne cliquez pas sur ces liens. Voilà. Il y a différentes techniques qu'il faut faire, donc il faut être assez attentif à tout ça. Ces usurpations sont de mieux en mieux faites. Il n'y a plus trop de fautes d'orthographe, plus trop de fautes de français. On arrive à usurper même les logos. Bon, ça c'est facile, mais l'adresse du site à quelque chose près. Donc c'est très facile de remplacer un I majuscule par un L minuscule. Voilà, ce sera la même chose. Donc voilà, il y a quelques subtilités qu'il faut arriver à lire ou voilà, voir s'il n'y a pas de faute dans l'adresse mail, parce qu'il y a des faux mails qui peuvent être créés et qui vont ressembler à celui de l'administration. Donc le impôt.gouv.fr, s'il n'y a pas de S à impôt, par exemple, vous pouvez avoir un doute sur la véracité du site sur lequel on vous demande d'aller. Voilà, donc soyez sensible à ça, parce que c'est vraiment le point d'entrée principal pour une personne malveillante pour voler des données et après qu'ils puissent les exploiter. Alors, on a fait un petit quiz, je vous laisse le regarder. Voilà, je veux la réponse. Donc oui, c'est un mail de phishing. Pourquoi? Parce que par exemple, le info rien que le mail, le info @verif-impôt.info, vous savez très bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'adresse des impôts, c'est info@impôt.gouv.fr. Donc à la rigueur, c'est ce qui est avant le arrobas qui peut changer, mais ce qui est après, ça ne change pas. Donc l'indice, il était là. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous recevez vous pensez que vous avez reçu un phishing, quelle que soit la forme? Donc, si vous êtes dans le cadre de votre activité professionnelle, il faut en référer à la personne, le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui est en général le référent sur ces sujets-là, et de lui transférer le mail. Ou s'il n'y a pas de personne qui occupe en tant que RSSI pur et dur, il y a dans la majeure partie des entreprises, il y a une personne qui représente cette fonction, donc il faut lui transférer le mail sans l'ouvrir. Et sinon, voilà, vous avez différents sites sur lesquels aussi vous pouvez les déclarer à titre perso ou pro d'ailleurs. Et toujours, en général, portez plainte quand vous pensez qu'on vous a volé surtout des données bancaires. Appelez votre banque. Il faut savoir qu'il y a un délai de, si je ne dis pas de bêtises, de 24 heures à partir du moment où vous pensez que vous avez fait, par exemple, un virement qu'il ne fallait pas. Vous avez 24 heures et votre banque, dans les 24 heures, si vous la prévenez, elle peut annuler ou suspendre déjà ce virement. Passer ce délai-là, en général, c'est un peu compliqué. Et surtout, portez plainte si vous pensez qu'on vous a volé vos données. Je n'ai pas dit qu'il y aurait une suite, ce n'est pas le débat, mais au moins vous avez une preuve comme quoi vous avez détecté une malveillance et que vous voulez vous prémunir des conséquences. Les bonnes pratiques, j'en ai déjà parler, toujours vérifier l'adresse mail, mais des fois, encore une fois, il y a des petites subtilités. L'aspect faute d'orthographe, c'est moins en moins vrai. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, les attaquants vont souvent jouer sur une urgence, vont vous mettre une pression sous une forme ou sous une autre. Surtout, ne cédez pas. Voilà. C'est pas parce que vous n'allez pas donner votre identifiant ou code bancaire à votre conseiller soi-disant bancaire, à votre soi-disant conseiller bancaire. Voilà, il n'y a pas d'urgence à lui donner. Pareil, sur un colis, on peut jouer sur le fait que si vous leur
Cliquez pas sur le lien tout de suite pour fixer un rendez-vous, on va facturer une taxe supplémentaire. Déjà, ça n'existe pas en vrai. Donc voilà, ne cédez pas à ces sentiments d'urgence ou de pression ou de menace. Et les liens, dès que vous avez un doute, surtout ne cliquez pas dessus. Merci. Alors, les attaques sur mot de passe. Christophe vous a parlé donc, de tout ce qui est phishing. Il a évoqué aussi la partie vol de mot de passe. L'intérêt là-dedans, l'intérêt de cette partie, l'attaque sur un mot de passe, c'est vraiment de pouvoir vous présenter rapidement les différentes typologies d'attaques sur les mots de passe et surtout comment s'en prémunir. Parce qu'il y a évidemment, s'il y a un moyen d'attaquer, il y a un moyen de se défendre. Qui travaille en entreprise? Ouais, ça fait beaucoup de questions quand même, mais qui a un bureau fixe en entreprise. Voilà. Alors maintenant, vous allez faire un jeu en rentrant dans votre entreprise. Vous allez vous déplacer dans les bureaux de tous les collaborateurs et vous allez essayer de trouver sur les bureaux les post-it avec les mots de passe. Voilà. Et là, je peux vous dire que vous allez en trouver un bon paquet. C'est justement ça, c'est ce qu'on appelle la politique du bureau propre. La première chose qu'il faut savoir sur un mot de passe, c'est que pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit connu par très peu de personnes et en principe même par aucune personne. Je m'explique. Vous avez tous un mot de passe pour vous connecter à Facebook, un mot de passe pour vous connecter à Gmail. Très souvent, c'est un mot de passe qui est un dérivé du mot de passe précédent. Le nom du chien, c'est Toto. Le département, c'est 31. Toto 31 pour Gmail. Et pour Facebook, c'est 31 Toto. Voilà. Je suis sûr qu'au moins une fois, vous avez fait ce petit jeu. L'idée là-dedans, c'est d'avoir un mot de passe que même vous ne connaissez pas pour vous connecter à Facebook, à Gmail, tout ça. Pour cela, on utilise des gestionnaires de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un coffre-fort dans lequel vous renseignez tous vos ID associés à Facebook, Gmail, Amélie, banque, etc. Et lui-même va générer un mot de passe pour chaque application. Et vous ne connaissez que le mot de passe du coffre-fort. Si bien que ce sont des mots de passe extrêmement complexes qui ont plus de 50 caractères et qui sont réputés inviolables. Même si la seule chose, tout mot de passe est violable, la seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est le temps qu'il faut pour le décrypter. Aujourd'hui, pour qu'un mot de passe soit jugé inviolable, c'est-à-dire qu'on va mettre plus d'une semaine à le craquer, il faut qu'il ait des codes alphanumériques, des caractères spéciaux et une longueur de plus de 12 caractères. Réfléchissez, est-ce que vous avez un mot de passe dans votre qui correspond à ça? Pas beaucoup. Et voilà, il faut faire vraiment cet effort. Donc l'idée d'avoir un gestionnaire de mots de passe, ceux qui ont des iPhones l'ont très facilement vu, vous avez les mots de passe préenregistrés dans l'iPhone, prédéfinis. Voilà. Si vous allez vraiment jusqu'au bout de cette application, c'est un outil assez formidable. Oui, je suis un peu pro Apple. Désolé pour les autres. C'est un outil assez formidable qui vous permet de générer automatiquement des mots de passe. Et quand vous vous en servez, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas la moitié des mots de passe. Par contre, l'iPhone les connaît pour vous. Et ce qui vous permet d'accéder à ces mots de passe et de les déverrouiller, c'est en principe la biométrie ou votre mot de passe iCloud. Donc là encore, pour sécuriser au maximum votre mot de passe, on vous recommande la biométrie, évidemment, la MFA. Vous en avez tous entendu parler de la MFA, l'authentification à multiples facteurs. Voilà. Quand vous vous connectez, par exemple, alors Amazon ne l'utilise pas. C'est un des rares sites qui ne fait pas ce qu'on appelle le 3D Secure auprès des banques. Quand vous passez une commande sur Amazon, vous avez enregistré votre carte bleue, vous passez la commande, vous ne recevez pas de SMS, de confirmation ou autre, surtout si vous êtes client, par exemple, Amazon Prime. Alors là, le degré de sécurité il est rabaissé au maximum pour faciliter l'expérience utilisateur parce qu'ils ont derrière une capacité financière à rembourser en cas de fraude sur votre compte. En revanche, si vous tentez de faire un achat sur un site type la Fnac, vous recevez systématiquement une demande de confirmation de la part de votre banque. Donc vous devez vous connecter à votre appli ou sur le site internet de votre banque, rentrer identifiant de mot de passe et aller valider vous-même l'opération d'achat.
Ouais, ben ça, c'est ce qu'on appelle une identification à multiples facteurs. Vous êtes identifié sur un site, vous avez voulu passer un achat et on a voulu confirmer qu'il s'agissait bien de vous. Voilà. Donc un mot de passe robuste va forcément résister plus longtemps à ce qu'on appelle les attaques de force brute, qui sont des attaques. Le pirate s'est procuré, par exemple sur le dark web, une liste d'ID et de mots de passe associés à Banque Populaire. Ben, il va tenter, par ce type d'attaque, toutes les combinaisons possibles qu'il a sur cette liste pour essayer d'accéder à un compte bancaire et effectuer ses opérations dessus. Vous avez les attaques par dictionnaire. Les attaques par dictionnaire, c'est tester tous les mots qui sont inscrits dans un dictionnaire pour trouver un mot de passe. Par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc Toto 31, si vous mettez Toulouse champion 31, le mot de passe va être craqué en quelques secondes, parce que ce sont des mots qui sont dans le dictionnaire. Si vous remplacez tous les O par des zéros, tous les S par des dollars, tous les L par des points d'exclamation, déjà vous complexifiez encore plus la recherche et les attaques par dictionnaire. Et enfin, vous avez les attaques par compromis temps mémoire qui sont un petit peu plus complexes, et les attaques indirectes qui vont, c'est ce que disait Christophe, consister aussi à vous envoyer, à venir capter le mot de passe parce que vous l'aurez donné par l'intermédiaire, par exemple, de phishing. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut s'exercer un petit peu. Est-ce que vous connaissez les bonnes pratiques pour les mots de passe? Je viens de vous les donner. Ça va être assez facile. Est-ce que sur les 4, il y en a une qui retient particulièrement votre attention? Oui, exactement. Créer un long mot de passe complexe dont on peut se souvenir, facilement. Écrire un mot de passe sur un post-it qu'on cache sous le clavier du PC. Qui fait ça? Ah, on a un candidat. Allez, je suis sûr qu'il y en a un deuxième dans la salle. Ah ouais, mais attendez, ne le dites pas à haute voix, dévoilez pas tout. Hein. Gardez un peu de mystère quand même. Et enfin, qui utilise ce qu'on appelle un porte-clés de mot de passe? Un coffre-fort numérique, c'est ça, un coffre-fort de mot de passe. Voilà, type KeePass, voilà. Qui utilise AMFA? Qui l'a activé par exemple sur Gmail à titre perso? Voilà. Donc aujourd'hui, de plus en plus, voilà, les fournisseurs de messagerie électronique proposent la MFA et vous recommandent de plus en plus de l'activer. Donc évidemment, c'est créer un mot de passe long et complexe et utiliser un porte-clés de mot de passe. Réseau Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon? Alors, je vais répéter la question. Donc, est-ce que ce n'est pas risqué d'avoir tous ces mots de passe au même endroit dans un même coffre-fort numérique? Bon, il faut savoir qu'un coffre-fort numérique de base est chiffré. Pour le déchiffrer, il faut une clé. Si vous doublez cette clé d'une MFA, c'est pratiquement inviolable. Voilà, donc le risque existera toujours, c'est ce qu'on disait, il y a toujours un risque. Le risque zéro en matière de mot de passe n'existe pas, mais vous pouvez rendre plus ardue la tâche de quelqu'un qui essaierait de le voler. Voilà. Donc non, oui et non. Risquer d'avoir tous ces mots de passe au même endroit, évidemment, ça représente un risque. Mais si chaque mot de passe fait 120 caractères, il faudrait qu'on vienne vous piquer et la table de correspondance de tous les mots de passe, qu'on vienne prendre votre mot de passe principal, la clé de déchiffrement, et qu'on vienne prendre éventuellement votre objet de MFA, donc votre YubiKey, votre smartphone, et qu'on se fasse passer pour vous. Si en plus vous avez de la biométrie, il faut qu'on vous vole un doigt ou un œil. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Encore 5 minutes, donc on va faire vite. Le réseau Wi-Fi, donc sécurisé par la clé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un intrus se connecte à mon réseau pour effectuer des actions malveillantes, comme attaquer le site gouvernemental. Quel risque y a-t-il? Est-ce que pour vous, vous encourez un risque si un intrus utilise à votre insu vos identifiants pour attaquer un site gouvernemental? C'est ça. Mais en fait, vous êtes reconnu, jusqu'à preuve du contraire, comme complice de cette attaque. Donc vos alliés, votre allié en fait principal, c'est évidemment le gestionnaire de mots de passe. N'hésitez pas, même chez vous, à doubler votre clé de déchiffrement de votre gestionnaire de mots de passe par de la MFA, de la biométrie, remplacer vos Android par des iPhones.
Voilà, il faut vraiment utiliser. Donc, on vous en a vu quelques-uns Zenipass, KeePass et Signon. Alors, à titre professionnel, on en utilise beaucoup d'entreprises utilisent KeePass. Il est facile à mettre en place et facile d'utilisation. Donc, n'hésitez pas, même au sein de vos entreprises, à en parler si jamais ce type de solution n'est pas déjà développé. Et éviter, comme l'a dit notre ami ici, d'enregistrer les mots de passe sur les navigateurs. Voilà. Et bon, évidemment, les ressources dédiées, si vous voulez un peu de lecture, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANSSI et vous avez un guide à télécharger avec toutes les recommandations en termes de mots de passe. Il reste 2-3 minutes si vous avez des questions. Allez-y. D'accord. Oui, et donc si lors de la création, donc est-ce qu'il est possible de porter plainte auprès de la CNIL si un site internet sur lequel on crée un compte nous limite dans la longueur du mot de passe que l'on veut créer ou le type de mot de passe, si on peut mettre des caractères spéciaux ou pas? Alors, je pense pas, parce que je pense pas que ce soit l'objet de la CNIL. Après, je suis pas expert CNIL. Je ne sais pas si toi tu as un avis, Florent. Mais... alors, moi j'aurais tendance à dire non, parce que la CNIL, comme l'a dit Christophe, n'est pas en charge justement de gérer toutes les politiques de mots de passe de toutes les entreprises. Elle est là pour veiller à la protection de nos données, donc imposer aux entreprises et par exemple, si vous pensez à votre banque ou autre, à imposer des systèmes d'authentification de la part de leurs clients, donc des mots de passe, une mise en place de mots de passe, tout ça. La CNIL, elle va venir vérifier que tous ces process-là sont mis en place et que des mesures dans l'entreprise ont été prises pour protéger la donnée personnelle du client. Ensuite, si vous jugez que le mot de passe qui vous est demandé n'est pas suffisamment robuste de par sa longueur, libre à vous de le complexifier en intégrant des caractères alphanumériques. Le but, c'est d'utiliser tous les caractères proposés sur le clavier. Donc, caractères spéciaux, lettres, chiffres, majuscules, minuscules, pas de mots de dictionnaire, voilà, toutes ces choses-là. Sachant que 20, c'est déjà bien. Si vous avez dit, ouais. Il me limite à 20, c'est pas mal. Et en plus, si plus le mot de passe est court, plus vous devez le changer régulièrement. Voilà. Plus il est long, on va dire, plus il peut être utilisé un petit peu plus longuement dans le temps. Voilà. Eh bien, merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.